You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Alors c'est un épisode très spécial parce que comme chaque année, nous sommes honorés de participer à l'événement Podcaston, qui est une mobilisation internationale des podcasteurs et podcasteurices qui vont choisir une association qu'ils vont mettre en avant dans leurs épisodes, même si le thème n'est pas lié. Et le but de mettre ces assos en avant, c'est de mettre en lumière leur mission, leur travail, leur utilité, les besoins auxquels ils répondent, et derrière de faire un appel aux dons. Ça, c'est l'objectif de cet événement. Et donc, la publication se fera entre le 14 et 20 mars 2026. Nous sommes en janvier, on enregistre un peu en avant. J'ai avec moi Adèle Dachi. Bonjour Adèle. Bonjour Michel. J'ai une question fétiche pour démarrer nos podcasts. C'est la fameuse question du rêve d'adolescent. Je prends toujours les gens un peu au dépourvu avec cette question. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce que tu voulais faire? Et puis surtout, la finalité de la question, c'est est-ce que tu es aligné aujourd'hui avec ce rêve? C'est une bonne question. En effet, quand j'étais adolescente, à vrai dire, j'avais pas les idées très claires sur ce que je voulais faire. Je trouvais pas ça très simple de choisir des études. Je me suis orientée vers le journalisme, d'avoir la communication et puis le journalisme. Et après avoir fini mes études de journalisme, je me suis dit que c'était intéressant, mais que finalement, je voulais mettre mes compétences en communication au service d'une cause qui me tenait à cœur. Du coup, après, j'ai fait un master en ce qu'on appelle Digital Media. Je le dis en anglais parce que je l'ai fait en Angleterre. Ça m'a permis d'avoir des compétences un peu plus pratico-pratiques et même techniques sur tout ce qui est montage vidéo, enregistrement vidéo, etc. Donc, qui complétait un peu mes études de journalisme. Donc, j'étais non seulement face caméra, mais aussi derrière la caméra. Et alors, j'ai fait aussi un master en droits humains. Et donc, en fait, tout ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, qui est de défendre les droits des enfants et de manière plus générale de défendre les droits des personnes qui sont moins visibilisées dans la société. Et donc, je pense que clairement, les enfants en font partie. Tu es aligné avec ton rêve en plein dans ta mission Je aujourd'hui. suis tout Alors, à on va fait citer alignée. le nom de l'association pour laquelle tu as choisi d'œuvrer et de te dévouer, parce qu'on parle de dévouement ici. C'est la Défense des enfants internationale. Alors, il y a un autre acronyme qui suit directement. Tu vas peut-être m'en dire plus après. C'est le CPAT, mais on va voir ça plus tard ensemble. Premièrement, on t'a présenté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un peu présenter l'asso. Ça, c'est important. Tout à fait. Je travaille pour Défense des enfants internationale, comme tu l'as dit, et plus précisément pour la section belge. Donc, c'est une ONG internationale qu'on appelle un mouvement mondial. C'est un mouvement qui, en fait, est présent dans une grosse trentaine de pays dans le monde. Et pourquoi mouvement? C'est parce que, en fait, chaque section, on appelle ça les sections au niveau national, a ses priorités, évidemment, puisque ça dépend de la réalité du pays dans lequel on travaille. Donc, vous agissez localement dans le pays où vous êtes. Tout à Donc, fait. si vous êtes en Belgique aujourd'hui, vous agissez en Belgique aujourd'hui. En Belgique, pour toutes les personnes qui sont en Belgique. Et alors, la spécificité aussi du fait d'être un mouvement, c'est qu'on travaille en collaboration sur certains aspects Évidemment. avec nos collègues d'autres pays. Donc, par exemple, DEI, donc Défense des enfants internationale Palestine, on a beaucoup travaillé avec eux et on continue de travailler avec eux. En effet, c'est propre aux réalités du pays, pour la section belge en l'occurrence. Et alors, la spécificité du mouvement, l'objectif, en fait, c'est de défendre et de promouvoir les droits des enfants. Et on se base sur ce qu'on appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention, elle a été rédigée pour dire, en substance, que tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur background, quelle que soit leur réalité, ont les mêmes droits. Alors, c'est un texte qui a été approuvé et signé, ratifié, pour utiliser le terme juridique, par pratiquement tous les pays du monde, sauf les États-Unis. C'est un texte qui a vraiment une portée internationale et qui est tout à fait reconnu au niveau international. C'est tout à fait notre boussole aussi à DEI. Notre mission, c'est que ce texte ne soit pas juste un texte théorique, c'est que dans les faits, les droits des enfants soient respectés. On comprend qu'il y a une organisation internationale qui est présente dans plusieurs pays, qui se dit qu'il y a certainement des actions à prendre pour défendre ses droits et faire appliquer ces lois dans chaque pays, donc en Belgique. Cependant, est-ce qu'il y a eu un constat sur la situation en Belgique relatif justement aux droits de l'enfance? Tout à fait. Donc, on travaille sur différentes thématiques en Belgique. Je vais un petit peu schématiser parce qu'évidemment, on n'a pas forcément le temps d'aller dans absolument tous les détails. Mais si je schématise, on a 4 grandes priorités au niveau des thématiques qui sont des priorités qui, bien sûr, se recoupent. Donc, la première, c'est de lutter contre toute forme de violence envers les enfants. Et Dieu sait qu'il y a énormément de violence envers les enfants, mais notamment dans le cadre de l'éducation. Il y a ce qu'on appelle les violences dites éducatives ordinaires. L'acronyme, c'est VDEO, pour ceux et celles qui connaîtraient, qui sont en fait des violences, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, qui sont utilisées des adultes envers les enfants et qui sont tout à fait ordinaires, donc vraiment qui sont considérées comme normales. Ou banalisées, même je dirais. Banalisées, exactement. Quoi, la gifle du père ou de la mère qui se fâche. La gifle, mais ça peut être aussi traité d'un surnom insultant. Il y a vraiment Humiliation. toute sorte d'humiliation, exactement. Et les violences psychologiques, verbales, en fait, ça regroupe vraiment énormément de choses
qui parfois ne paraissent pas si graves, entre guillemets, aux yeux de certaines personnes, mais qui non seulement ont des conséquences à court terme, mais aussi à long terme. Et donc ça, c'est vraiment un de nos chevaux de bataille, clairement. On travaille beaucoup sur ce sujet. Un autre sujet sur lequel on travaille beaucoup au niveau des violences envers les enfants, c'est les violences sexuelles envers les enfants et plus précisément l'exploitation sexuelle des enfants. C'est Belgique. En Belgique, tout à fait. Et en C'est effet, presque hallucinant de l'entendre. En 2026, c'est juste hallucinant. Tout à fait. Et tu fais bien de poser la question parce qu'en effet, c'est la première réaction que j'ai dans mon entourage quand je parle de ça, c'est que les gens se disent « Ah bon, mais c'est en Belgique, il y a de l'exploitation sexuelle des enfants ». Et en fait, oui, c'est vraiment loin d'être des cas isolés. On peut en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de la société, mais qui est très tabou, sur lequel il est parfois difficile de travailler, mais aussi nécessaire. Tabou malgré des affaires qui ont été dans la presse, comme l'affaire du trou, la marche avec les ballons blancs. Malgré ça, on est encore dans du tabou. Si on écoute, ta question est assez symptomatique. On se rend compte qu'en effet, on en parle peu finalement. Oui, on parle des grands cas que tu viens de citer par exemple, mais en fait, dehors, très peu. En dehors de ça, très peu. Souvent, tu sais, quand tu parles de ce genre de choses, on te dit « Oui, mais tu sais, c'est les milieux défavorisés ». Est-ce que c'est une vérité ou un cliché ? C'est une très bonne question. C'est tout à fait un cliché. Bah oui. Les violences sexuelles et l'exploitation sexuelle concernent absolument toute catégorie, si je peux m'exprimer comme ça, d'enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir en tête parce que ça veut dire que toute personne est concernée, potentiellement concernée. Et donc, dans votre entourage, si vous réfléchissez, il y a forcément des gens qui sont concernés par ça. Ça concerne tout le monde, ça concerne toute la société. Il ne faut pas chercher bien loin. Il ne faut pas chercher bien loin. Tu peux parler de la fusion et c'était quoi l'objectif qui s'est passé ? Tout à fait. Donc, on a fusionné en 2024 avec un autre mouvement international qui s'appelle ECPAT. ECPAT, c'est le plus grand réseau mondial qui est dédié exclusivement à mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants et il est présent dans 111 pays. DEI et ECPAT, les sections belges, ont fusionné en 2024 parce qu'on travaillait déjà ensemble depuis longtemps. Et puis vous êtes sur les mêmes missions parce que ça rentre dans ce qu'on va aborder par rapport aux missions, quoi. Voilà, en fait, on a voulu fusionner nos expertises, mutualiser nos expertises pour parler d'une seule voix et être plus fort face à une réalité alarmante qui est vraiment au cœur de la société et qui, évidemment, concerne les droits des enfants. Si je reviens sur les priorités thématiques, il y a donc tout ce que je disais sur les violences. Une autre priorité thématique qu'on a, c'est les enfants en situation de migration. Comme je disais, ça peut se recouper, évidemment. Le côté international fait sens parce que la Belgique étant censée être une terre d'accueil. Exactement. Alors, on est censé être une terre d'accueil et quand on voit comment sont traités les migrants, il y a de quoi être interpellé parce que les enfants en plein hiver au froid dehors, il y en a. Et on ne peut pas dire qu'on ne les voit pas, ceux-là. Et là, il n'y a pas un tabou quand même. Tout à fait. Quand vous donnez votre petite pièce à la sortie du magasin qui a un enfant sur les genoux d'un adulte, ne dites pas que l'adulte qui donne la petite pièce est inconscient qu'il y a un enfant là. Tout à fait. C'est vraiment, on peut en effet en reparler parce que c'est en lien du moins avec le podcast que j'ai sorti en fin d'année dont on parlera tout à l'heure. En plus. Ouais, il y a un chouette sujet à développer là-dessus. Mais en effet, c'est vraiment aussi quelque chose qui est tout à fait prégnant dans la société. Donc si je récapitule, il y a les enfants en situation de migration, la lutte contre les violences envers les enfants et on comprend qu'il y a des liens très clairs entre ces deux sujets. Un autre sujet qui nous tient fort à cœur, c'est la justice adaptée aux enfants. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que le système de justice soit adapté à des enfants qui auraient commis ce qu'on appelle des faits qualifiés d'infractions. C'est le terme juridique pour dire des infractions qui ont été commises par des enfants qui doivent pouvoir être jugés à hauteur d'enfants, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, c'est-à-dire que les juges, les avocats, tout le personnel de justice doit être formé à travailler avec des enfants parce que pour les adultes, le monde juridique, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe à comprendre. Pour des personnes qui ont été concernées par la justice parce que pour X ou Y raison, on sait que c'est tout un monde et que c'est pas facile à comprendre. Donc imaginez-vous pour les enfants. Mais c'est lunaire et moi, si tu me permets l'intervention, j'ai envie d'interpeller nos auditeurs et auditrices pour les parents qui seraient dans des situations de divorce où ça se passe mal. Je te garantis qu'il ne faut pas longtemps à chercher pour entendre des couples qui divorcent où l'enfant est pris en otage, où la justice n'est pas adaptée, où les enfants sont pris dans du chantage entre les parents, mais la justice ne fait pas forcément mieux et parfois prend position pour un des parents, joue de l'influence d'adultes. Dans mes proches, dans des gens que je connais, j'ai entendu des situations mais qui sont aberrantes, quoi. Il y a une véritable souffrance et il n'y a pas de structure pour écouter et accueillir les enfants de façon constante, régulière et sur le long terme. C'est surtout ça le problème. Tout à fait. On peut avoir des éléments, il ne faut pas dire, on va nier tous les acteurs qui font un super travail dans le milieu, mais ce qui manque, on dirait que c'est la cohérence et le long terme. Je ne sais pas si c'est un constat que vous faites aussi. En fait, exactement, le cas que tu prends ici, le cas d'un divorce de parents, l'enfant évidemment au premier plan est tout à fait concerné. C'est le plus banal, c'est le plus simple, mais ça a des impacts. Mais effectivement, c'est assez fréquent et donc il y a effectivement des impacts directement sur les enfants. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément souvent. Mais les enfants, j'ai parlé du fait qu'ils pouvaient être confrontés au système de justice quand ils sont auteurs de faits qualifiés d'infraction.
Ils peuvent aussi être confrontés à des systèmes de justice quand ils sont dans des familles qui sont dysfonctionnelles, par exemple, et qu'ils doivent en dernier recours être placés dans d'autres institutions, des familles d'accueil. On a parlé tout à l'heure des enfants en migration. Ils sont confrontés à un système de justice, évidemment. Il y a une espèce de public dans des cités sociales qui repère ce genre d'endroit et qui traîne autour et qui essaye d'accrocher ces jeunes. On cherche des mineurs pour la revente de drogue et de trafic de drogue. C'est pas quelque chose d'inconnu dans notre justice. C'est des enfants qui sont déjà vulnérabilisés Exploités. et qui sont en effet plus à risque d'être exploités pour toutes sortes de choses, tout à fait. Mais le sujet est vaste. C'est extrêmement vaste. Et donc, c'est pour ça que je dis, si je schématise, il y a cette question des enfants en situation de migration, des violences envers les enfants. On en a parlé, différents types de violences. Justice adaptée aux enfants. Et le quatrième point, dans la schématisation des sujets sur lesquels on travaille, c'est les enfants qui sont privés de liberté. Alors, les enfants privés de liberté peuvent être privés de liberté dans différents contextes. De pour mineurs différentes délinquants. raisons, notamment, voilà. Mais ça peut être immigrés qui sont enfermés en centre d'accueil, comme dans une prison. Voilà, alors je me permets de te répondre parce que justement, c'est pas dans des centres d'accueil qui vont être enfermés, c'est dans ce qu'on appelle des maisons de retour. Bon, c'est assez technique, donc encore une fois, peut-être pas rentrer dans tout C'est le une nuance détail. que nous, on n'a pas en tant que citoyens, mais qui est intéressante à Mais tout développer, à on fait. devrait comprendre. Oui, donc les centres d'accueil, on va en parler plus longtemps tout à l'heure puisque c'est le sujet de mon podcast que j'ai sorti en 2025. Les centres d'accueil sont ouverts et c'est des centres dans lesquels les personnes qui demandent l'asile, et notamment les enfants, les familles, Peuvent aller et venir. peuvent aller et venir, c'est tout à fait ouvert et c'est des centres pour ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les centres fermés où les personnes sont détenues, donc c'est fermé, ça le dit, parce qu'elles n'ont pas le bon titre de séjour. Alors, il y a une petite subtilité ici, c'est que depuis 2024, les enfants ne peuvent plus être enfermés dans ces centres fermés, qu'on appelle centres de détention administrative pour avoir le terme exact. Et grâce à du plaidoyer de la société civile et notamment de mon organisation, et c'est pour ça que je dis peut-être pas rentrer à ce point dans les détails, mais le fait est qu'ils peuvent toujours être enfermés en ce qu'on appelle maisons de retour, qui sont en fait un peu des lieux de détention qui ne disent pas leur nom. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Donc pour les thématiques, enfants en situation de migration, lutte contre les violences envers les enfants, justice adaptée, et enfants privés de liberté, que ce soit pour des raisons liées à leur titre de séjour ou pour des raisons de faits qu'ils auraient commis, par exemple. Et on sait que les lieux de détention sont des lieux qui sont plus à risque de voir des dérives arriver, évidemment, puisque c'est des lieux qui, par définition, sont de détention et donc où peu de personnes peuvent rentrer. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important de contrôler ce qui s'y passe pour s'assurer que les droits de l'enfant sont respectés. Notre asso est membre de la coalition Kaya. On fait du plaidoyer pour l'écologie. Donc, on sait un peu ce que c'est le plaidoyer. Pour le monsieur tout le monde qui nous écoute, c'est vraiment une action. On va aller titiller les politiciens, les stimuler, les interpeller sur des sujets graves et leur dire l'importance que ça a pour les citoyens qu'on représente de respecter certaines choses par rapport à ça. C'est ça que vous faites. Vous allez consulter les politiciens, les stimuler, les contacter. C'est effectivement ce que tu décris, c'est analyser les lois, les politiques publiques, se baser sur les observations du terrain et les conséquences qu'ont ces lois et politiques publiques sur le terrain concrètement, et revenir en fait vers les décideurs politiques pour leur indiquer les conséquences qu'ont ces lois et leur formuler des recommandations sur base du terrain de ce qui se passe en réalité. Quelle est leur réactivité par rapport à ça? C'est difficile? C'est un challenge? Oui, en effet, évidemment, c'est un challenge. Il y a énormément de sujets sociétaux à aborder. Et la question, c'est de parvenir à être entendu par les bonnes personnes qui prennent les décisions. Mais c'est vraiment un levier d'action hyper important. Je sais que vous faites aussi des formations. Tout à fait. À qui se destine? Et tu peux m'en dire plus? Oui, tout à fait. On a plusieurs leviers d'action. Donc le plaidoyer politique, comme on l'a mentionné. Les formations, elles se destinent vraiment aux professionnels, tout type de professionnels qui travaillent avec des enfants. Puisqu'on défend les droits des enfants, il faut aussi parler aux personnes qui travaillent avec des enfants, aux adultes en l'occurrence qui travaillent avec des enfants. Donc ça peut être par exemple des magistrats, des policiers, des éducateurs, des travailleurs sociaux. L'objectif, c'est vraiment que les droits de l'enfant deviennent des réflexes pour ces professionnels et soient vraiment intégrés dans leur pratique. Et si on devait mettre un curseur d'une échelle de 0 à 10, on en est où en Belgique? Il est bon le curseur ou il est pas bon? Je n'oserais pas mettre un chiffre, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est le moins qu'on puisse dire, très D'accord. certainement. Au niveau des autres leviers d'action, la formation, le plaidoyer politique, on fait aussi beaucoup de recherches qui sont ancrées sur le terrain. Ce qu'on fait aussi, c'est des actions stratégiques en justice. Quand on voit que le plaidoyer ne fonctionne pas assez, on doit aller un cran plus loin et c'est arrivé plusieurs fois qu'on aille en justice contre l'État belge. Notamment, je parlais tout à l'heure des violences dites éducatives ordinaires. Il faut savoir que la Belgique n'a pas de loi au niveau national contre les violences dans le cadre de l'éducation, spécifiquement. On parle de violence, tu l'as dit, psychique. Alors, dans la violence psychique, le cliché qui circule dans la société, de ce que j'observe, c'est beaucoup, quand on parle de ces thèmes-là, on a l'image d'une action, d'une maltraitance, d'une violence verbale ou physique. J'aimerais attirer l'attention aux auditeurs et auditrices, tu me diras si j'ai raison de le faire ou tort. Je pense que l'inaction
faire semblant de ne rien voir ou ne pas aider un jeune en détresse grave parce qu'il se fait harceler à l'école, mais je suis désolé, c'est aussi de la maltraitance et de la violence. Alors je suis extrémiste ou... Alors, s'il y avait un message à faire passer, c'est que tout le monde a une responsabilité et que tout le monde a déjà entendu cette notion de non-assistance à personne en danger. Enfin, tu vois, il y a tellement de sujets qui sont... C'est pas facile, votre travail. C'est Oh là pas là. facile et j'aimerais souligner aussi parce que donc on essaye d'être constructif. Il y a évidemment énormément de choses sur lesquelles faire des progrès. Tu soulignes des points vraiment importants et notamment, on parlait tout à l'heure de violences dites éducatives ordinaires. Moi-même, j'ai déjà été confrontée dans un bus ou autre à un parent qui parlait pour le moins mal à son enfant. Alors, c'est pas de la violence physique, mais c'est de la violence verbale. Et en fait, sur le moment, et je suis sûre que ça arrivait à beaucoup d'entre nous, on ne sait pas très bien comment réagir. Et spécifiquement sur ce sujet de violence dans l'éducation, il y a un peu cette idée que finalement, l'éducation, c'est entre l'enfant et son parent, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le parent doit éduquer son enfant sans violence. Alors, peut-être je peux préciser quelque chose à ce sujet-là. On a une campagne qui s'appelle Grandir sans violence. On a ce site grandirsansviolence.be qui s'adresse donc aux parents et aux professionnels de l'éducation. Et on sait qu'en fait, c'est pas facile d'éduquer un enfant d'une posture ou d'une autre. Mais donc l'objectif ici, c'est vraiment d'être constructif et de donner des conseils pratiques, des numéros, des relais, etc. sur comment soutenir les personnes qui ont cette responsabilité d'éduquer un enfant. Et plutôt que de juste critiquer en disant « ce que vous faites n'est pas bien », les orienter plutôt vers quelque chose qui serait plus constructif et voilà. Vous agissez aussi au niveau des écoles, parce que là, je crois que c'est un lieu fertile pour passer des messages et changer la société. Ben justement, dans le cadre de Grandir sans violence, donc vu qu'on s'adresse aux professionnels de l'éducation, en effet, il n'y a pas que les personnes qui travaillent dans les écoles, mais bien entendu, tous les enfants passent par l'école. En effet, dans le cadre notamment de cette campagne, on a travaillé avec eux. Peut-être juste pour compléter ce que je disais sur nos moyens d'action, donc pour résumer, formation des professionnels qui sont en contact avec les enfants, le plaidoyer politique, les recherches ancrées sur le terrain, des actions stratégiques en justice, et enfin, et c'est ce qu'on est en train de faire notamment ici, de la sensibilisation du public, et ça c'est vraiment au cœur de mon métier de responsable communication évidemment. De la com, ouais. Voilà, parce que les droits de l'enfant ne concernent pas que les spécialistes, ils concernent toute la société. Dans tout ce qu'on fait, il y a un principe fondamental que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, on part toujours de la parole des enfants et des jeunes. Les enfants sont impliqués d'une manière ou d'une autre, et pas comme témoins, mais aussi comme acteurs, puisque évidemment, on défend les droits des enfants, on ne va pas parler à leur place, on se base sur leur expérience, leur ressenti, et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre travail. Quand tu es victime en tant qu'enfant, tu as une énorme peur déjà au ventre de parler, ça c'est un aspect. Et la deuxième peur qui vient directement dans l'esprit d'un enfant maltraité, c'est parce que l'enfant est maltraité, mais il aime ses parents, c'est ça le comble. Parce que tant qu'il ne comprend pas, il aime ses parents. Comment je fais pour oser parler à des gens que je ne connais pas, même si je reconnais la violence envers moi, de mes parents et de ce qu'ils font, si j'ai peur qu'on fasse du mal à mes parents, genre on va les mettre en prison, tu vois, l'extrême que l'enfant peut imaginer ou qu'on va leur faire du mal. Tu vois, ce dilemme que l'enfant peut avoir quand il est victime? Tout à fait. Et c'est vraiment une très bonne question parce que, comme tu le dis, c'est un des problèmes principaux, c'est que les enfants qui sont victimes de quelque violence que ce soit, c'est très difficile de parler. En tant que victime, c'est très difficile, imaginez-vous à hauteur d'enfant. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de notre travail. Donc, j'ai dit qu'on travaille beaucoup avec les enfants, avec leurs paroles. Encore faut-il que leurs paroles soient là. Et on a des règles très claires pour notre travail et on a notamment ce qu'on appelle une politique de protection de l'enfance, qui est concrètement un document d'une 50aine de pages qui indique comment nous, en tant que professionnels, on doit travailler pour respecter des règles éthiques, des processus, etc. Notamment, comme tu le disais, si un enfant se confie à nous ou si un enfant se confie dans le cadre d'une activité qu'on mène, comment est-ce qu'on traite cette information, où s'arrête le secret professionnel, comment au mieux aider l'enfant, etc. Et donc pour l'enfant, ça commence par gagner sa confiance, le rassurer sur ses inquiétudes qu'on devine et lui faire bien comprendre qu'il peut vraiment se déposer sans risque, qu'il est dans un terrain sécurisé. Donc c'est la confiance, la sécurité à créer. Tout à fait. Alors maintenant, c'est aussi encore un sujet, encore une fois, que je ne peux pas prendre le temps d'étendre aujourd'hui, mais je vous invite à nous contacter si ce sujet vous intéresse parce que c'est vraiment encore notre métier. Et non seulement on se doit de le respecter, bien entendu, mais en fait, dans l'idéal, il faudrait que toutes les personnes qui travaillent avec des enfants aient cette politique de protection de l'enfance adaptée à leur travail. Ces notions comprises. Pour être capable de recueillir la parole des enfants, en effet. Est-ce que le premier challenge, c'est déjà pas que pour appliquer une règle, il faut d'abord la comprendre, cerner le but, l'objectif. Est-ce que là, ça coince déjà quand vous faites des interventions? Ben oui, en effet, cette politique de protection de l'enfance dont je parle, ok, c'est un texte de 50 pages, concrètement. Et ça, entre le texte et la réalité, voilà, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Moi, je vais pas relire ce texte tous les jours, bien entendu, et c'est bien beau que ce soit un texte, mais c'est comme ce que je disais sur la Convention internationale des droits de l'enfant tout à l'heure. Si c'est juste un texte et qu'il n'a pas de portée concrète, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi d'accompagner des organismes dans la mise en place, et pas juste la rédaction,
de ce type de politique de protection de l'enfance pour savoir comment faire pour que concrètement ça a un effet. Ok. Tu me tendais la perche tout à l'heure quand tu parlais de communication. Puisqu'on parle de communication, on peut étendre cette partie-là vers un sujet que tu vas aimer. Donc, on va parler de ton podcast. Le podcast que j'ai créé s'appelle Une vie sur pause. Pourquoi un podcast et pourquoi ce média-là? Pourquoi Une vie sur pause? Eh bien, c'est parce qu'il concerne la vie de personnes qui vivent dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est des personnes qui donc ont demandé l'asile ou la protection internationale à la Belgique après avoir fui leur pays d'origine. D'accord. Ces personnes sont là en attendant, et c'est pour ça Une vie sur pause. Leur vie est un petit peu sur pause parce qu'ils attendent la réponse de la Belgique. Ils n'ont pas la décision encore. Voilà, ils attendent la réponse de la Belgique à leur demande de protection. Et cette réponse, elle peut durer des mois, voire parfois même des années. Et donc, on imagine, il y a des familles qui vivent là, avec enfants. Mais ils ne sont pas scolarisés. Ils sont scolarisés. Ah, ils sont quand scolarisés. même, ok. Mais il y a des familles avec enfants. Il y a aussi des enfants seuls, ce qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés. Waouh. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, tout un chapitre que je pourrais étayer. Mais je vous invite encore une fois à consulter notre site parce qu'on explique vraiment pas mal sur ces thématiques notamment, ou nous contacter si vous avez des questions, bien entendu. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment de donner la parole à ces personnes qui vivent dans ces centres parce qu'en fait, c'est des centres qui sont souvent isolés, peu connus en fait du grand public et souvent un petit peu confondus avec d'autres centres. On parlait tout à l'heure des centres fermés. Et donc, il y a beaucoup d'incompréhension et du coup, forcément de préjugés, alors qu'on ne donne pas la parole aux personnes concernées. Et donc, l'objectif, c'était de leur donner la parole. On entend très souvent dans les médias parler de migration, très peu souvent finalement avec la parole des personnes concernées directement. Et quand c'est le cas, la majorité du temps, c'est pour leur demander un petit peu leur parcours d'exil. Ici, le focus, il n'est pas là, il n'est pas sur le parcours d'exil, mais vraiment sur le ici et maintenant en Belgique. Comment vous vivez les choses dans ce centre, en tant que famille, en tant que parent, en tant qu'enfant. Ce podcast, c'était une série en fait. Vous avez proposé 5 épisodes, donc c'est arrêté dans le temps. C'est pour écouter sur du long terme parce que ce podcast prend fin en termes de publication, mais il prend jamais fin parce que le sujet est toujours d'actualité en fait. Et voilà pourquoi c'est important d'aller écouter, s'abonner à ce podcast, lui mettre une petite étoile et l'encourager, c'est quand même sympa. Moi, j'ai 2 questions par rapport à ce podcast. La langue française, ces gens, ils viennent de tous les pays, donc comment on fait? Oui, comment on communique? Ça a été un challenge, évidemment, puisque, comme tu le dis, c'est des personnes qui viennent de plein de pays différents. J'ai dû forcément m'arrêter sur ce critère de la langue, d'autant plus que le podcast ne permet que l'audio. C'était des personnes qui parlaient français, alors parfois avec un accent, souvent même avec un accent, mais j'ai fait en sorte que ce soit compréhensible. Et vraiment, je vous invite de tout corps à l'écouter parce que je pense que ça donne un peu un aperçu d'un lieu auquel sinon vous n'auriez pas accès. Et ça vous permet aussi d'être en empathie, je l'espère en tout cas, c'est vraiment l'objectif, avec ces personnes qui vivent là. Parce que finalement, ça pourrait être nous. C'est vraiment juste une question, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille. La géopolitique change à la vitesse de la lumière actuellement, qui dit qu'un jour, les gens du Groenland de la Belgique ne seront pas des réfugiés politiques dans un pays. Ben voilà, si vous voulez faire un rapport, il est rapidement fait. L'empathie, comprendre les autres, c'est les écouter. On ne peut pas avoir de l'empathie pour les gens qu'on n'écoute pas. Si on ne peut pas observer un minimum de choses, si on n'est pas un peu curieux. Et on a un peu trop tendance à oublier l'esprit critique et la curiosité dans cette société. Donc j'ai envie de faire un petit rappel quand même gentil, sans morale aucune. Et je rebondis là-dessus parce qu'il y a une chanson qui me revient souvent en tête et qui guide un petit peu notamment mon métier. C'est la chanson « Né quelque part » de Maxime Le Forestier, pour celles et ceux qui la connaissent. Et c'est vraiment ça. En fait, j'ai eu la chance de naître en Belgique. J'ai eu la chance de vivre la vie que je vis actuellement. Mais en fait, j'aurais pu naître dans faire un autre contexte. Et comme tu le dis, les choses ne sont pas immuables. Je pourrais très bien demain être réfugié. Tout le monde peut demain être réfugié. Donc mettons-nous à leur place. Notre histoire nous l'a montré. 40, 45, 14, 18, il y a eu des réfugiés. Exactement, tout à fait. Ils ne sont pas allés très loin pour se rappeler. Devoir de mémoire, entre autres, oblige, je pense. Exactement. Donc, voilà. Pour le format podcast, c'était pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, le podcast, ça permet de prendre le temps, comme on est en train de le faire. Ça permet d'éviter de faire une petite capsule vidéo qui va tellement résumer, donner un petit extrait que puis finalement... mettre mal à l'aise aussi, peut-être. Qui peut mettre mal à l'aise, qui ne montre qu'une partie de la réalité. Alors, j'ai pas la prétention de montrer toute la réalité, bien entendu, dans ce podcast. Mais disons que comme chaque épisode, il y a 5 épisodes qui font 10 à 20 minutes chacun, on a quand même le temps de donner la parole à différentes personnes et de pas couper absolument tout ce qu'ils disent. Et bien entendu, j'ai dû couper. Il y avait quand même 15 heures de rush audio qui ont donné. Heures. Voilà. Ouais. Donc j'ai dû couper. Tu prends vraiment le temps de passer avec les gens pour leur laisser le droit de déposer la parole. Exactement, voilà. Et par ailleurs, le fait de passer que par de l'audio et donc pas par de l'image, et bien effectivement avec le public que j'ai interviewé, c'est des personnes, il faut se mettre à leur place encore une fois, qui sont dans cette situation quand même vraiment pas simple, d'attendre de savoir est-ce que la Belgique va être mon pays d'accueil, est-ce que je vais pouvoir faire ma vie ici. Encore une fois, je parle des adultes, mais je parle aussi des enfants. Pour les enfants filmés, c'est problématique. Pour les adultes, mais aussi pour les enfants, bien entendu. Et donc, c'est vrai que le fait qu'on passe uniquement par de l'audio,
Ça permet en fait d'anonymiser les Ça témoignages. sécurise. Ça Et sécurise. je vais aller plus loin. Ça enlève même certains préjugés. Tout à C'est fait. triste à dire, mais malheureusement, on n'est Mhm. pas dans une politique européenne qui va vers l'ouverture d'esprit pour l'instant. C'est le Ouais. moins qu'on puisse dire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, il y a autre chose aussi qui n'est pas forcément propre au format podcast, mais sur lequel je voudrais revenir. Le fait que, comme j'ai dit, le podcast s'arrête vraiment sur maintenant leur vie en Belgique et pas sur leur parcours d'exil. Alors, bien entendu, il y a des liens à faire. Il y a des personnes qui ont parlé de leur parcours d'exil. Ah oui, c'est ça. Il y a certains passages que j'ai laissés sur ce sujet, parce qu'il y a des liens très clairs. Mais ce que je voulais surtout éviter, c'est ce qu'on appelle la retraumatisation. Parce que voilà, c'est vraiment pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de permettre aux personnes, aux auditeurs d'être en empathie. Donc c'est vraiment l'appel que je vous fais aujourd'hui, c'est d'aller écouter ce podcast et d'essayer de vous mettre à leur place et si c'était moi. C'est quoi l'état des lieux finalement en Belgique? Comment est-ce qu'on pourrait faire une carte de la situation en Belgique de tout ce qui se voit à votre niveau? Vous êtes un relais témoin, mais hyper important de la société. L'état des lieux, on en a parlé tout à l'heure et c'est sans surprise, c'est clairement un recul des droits humains, vraiment à tout niveau et plus spécifiquement un recul des droits des enfants qui sont souvent les premiers impactés, que ce soit par des conflits armés, des discours populistes, des coupes budgétaires. Tout ça, en fait, ça se traduit dans leur quotidien. Si je veux prendre quelques exemples concrets, sur la justice, par exemple, les enfants se retrouvent plongés dans un univers d'adultes qu'ils ne comprennent pas. Et certains nous disent par exemple que le juge s'énerve, que l'avocat parle à leur place et ne disent pas du tout ce qu'il voulait dire, qu'ils repartent sans avoir été entendus. Ça, c'est au niveau de la justice. Au niveau des violences dans l'éducation, on en a parlé tout à l'heure. Les gifles, les humiliations, les violences, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, elles restent souvent perçues comme normales alors qu'elles ont des conséquences à court et à long terme. Dans le sport aussi, on travaille sur les violences dans le sport. Il y a une étude européenne qui montre que 80% des adultes interrogés en Fédération Wallonie-Bruxelles ont subi au moins une forme de violence avant leurs 18 ans. C'est quand même des chiffres vraiment interpellants. On parle aussi de violences sexuelles. On estime que sur une classe en Belgique, 25 enfants, 2 à 3 enfants sont victimes d'inceste dans chaque classe. C'est vraiment des chiffres, je le dis intentionnellement, c'est vraiment difficile à entendre, mais je crois que c'est vraiment important d'en parler. Sur l'exploitation sexuelle, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de statistiques fiables parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'outil de recensement systématique des cas en Fédération Wallonie-Bruxelles. Puis le tabou derrière, quoi. Le tabou derrière, exactement. On sait pour autant qu'il y a une hausse alarmante et pourtant on ne voit qu'une partie, la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autant plus une explosion des cas depuis le confinement qui a été lié au Covid. Tous les enfants peuvent être touchés, on en parlait tout à l'heure aussi, donc il n'y a vraiment pas de profil type. Tous les enfants peuvent être concernés. Tout ça, c'est vos études qui remontent, quoi. Nos études ou les études de partenaires, en Ouais, effet, ouais. donc qui reviennent du terrain. Et puis sur ce qui concerne les enfants en migration, depuis cet été, il y a des familles qui sont à la rue alors qu'elles devraient être accueillies par notre gouvernement. Des familles qui ont déposé une demande de protection internationale, une demande d'asile, le temps qu'on examine leur demande de protection et qui devraient être dans ces centres qu'on a mentionnés tout à l'heure dans le podcast, mais qui en fait ne sont pas accueillis. Et donc des enfants qui vivent à la rue, des familles qui vivent à la Ils rue, sont de nature exposés à tout, quoi. alors qu'ils ont le droit d'être accueillis. Il y a aussi beaucoup de mineurs étrangers non accompagnés, donc des enfants qui sont venus seuls, sans parents, qui sont sans tuteur, donc un peu livrés à eux-mêmes parce qu'il y a un manque de tuteurs. Vous faites aussi des constats sur la prostitution, des choses comme ça? Ça existe? Intentionnellement, on n'utilise pas le terme prostitution pour les enfants, mais exploitation sexuelle d'enfants, parce que à aucun moment un enfant ne peut choisir d'être victime d'exploitation sexuelle. Évidemment, donc on ouais. utilise plutôt le terme victime d'exploitation sexuelle. Et donc tout ça, en fait, ça nous dit une chose, c'est que les droits des enfants, pour l'instant, ils sont plutôt vus comme secondaires dans la société, alors qu'en fait, ils font partie intégrante de la société. Et c'est vraiment Plus au que ça, cœur. c'est le futur de la C'est société. le futur, mais c'est aussi le présent. Ouais, C'est les clairement. droits des enfants actuellement aussi. Et quand tu parles enfant, on est d'accord, à un moment donné, c'est 17, 18 ans. Ouais. Un enfant, c'est toute personne qui a moins de 18 ans. Voilà, C'est on est bien la d'accord. définition au niveau légal. Faut quand même le rappeler, c'est important. Tout à fait. Parce qu'on parle souvent d'adolescents, c'est des enfants aussi. Alors Adèle, la société est en train de changer à la vitesse VV', mais notamment le monde digital change la vie de tout le monde et plus particulièrement l'arrivée des IA, de la désinformation, des fake news, de la manipulation d'informations, de l'ingérence d'informations. On en parle beaucoup dans les médias pour l'instant. Est-ce que vous, dans votre travail, dans vos missions, ça commence à prendre de l'ampleur, à avoir des impacts et est-ce que ça révèle des enjeux? Aujourd'hui, le monde en ligne, en fait, il fait partie du monde réel. Il n'y a plus vraiment de frontières entre online et offline. On voit notamment que les algorithmes, qui sont loin d'être neutres, orientent les contenus sans transparence, parfois vers des discours violents, sexualisés, masculinistes. L'IA, elle ouvre aussi des portes dangereuses, des outils par exemple qui génèrent des images sexualisées, des applications, des jouets connectés, qui répondent à des enfants sans que ce soit adapté, sans mesurer les risques potentiels. Alors évidemment, l'enjeu, ce n'est pas de rejeter le numérique. Le numérique, il fait partie de la société.
mais de l'encadrer sérieusement. C'est d'y mettre une éthique. Exactement, en intégrant les droits de l'enfant dès la conception des technologies. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des constats où on se dit, tiens, est-ce que la formation circule plus vite? Est-ce qu'il y a vraiment des réseaux qui se mettent en place qui peuvent être des dangers pour les enfants? On sait qu'au niveau de l'exploitation sexuelle, c'est évidemment toute une partie qui est extrêmement importante dans ce phénomène. On peut bien sûr imaginer les liens qu'il y a avec ça, des adultes qui parlent à des enfants en se faisant passer pour des enfants par exemple, et qui finalement essayent de gagner leur confiance sous couvert d'une fausse identité. C'est vraiment, il y a énormément d'enjeux qui sont liés au numérique. Alors, j'imagine que ces réalités digitales, elles concernent tous les enfants dans un centre d'accueil ou pas. Ils ont peut-être parfois des GSM aussi. Aujourd'hui, tout le monde est en ligne, et notamment les enfants, en particulier les jeunes, clairement. Donc en fait, oui, ces risques qui concernent tout le monde. Et donc nous, on travaille pour défendre les droits de tous les enfants, quel que soit leur statut, quel que soit leur background, quelle que soit leur histoire. Juste en termes, voilà, un enfant est un enfant et il a les mêmes droits que tous les autres enfants. Quel est un peu le bilan de votre travail? Vous, j'imagine que vous faites de temps en temps un bilan, voir où vous en êtes. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche moins bien? Ce qui fonctionne, et heureusement, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est vraiment un texte solide qui a été ratifié par presque tous les pays du monde, qui reste vraiment une boussole extrêmement forte et elle est au cœur de notre travail. Ce qui reste difficile, c'est sa mise en œuvre. La société civile, elle est fragilisée, les financements, ils sont de plus en plus maigres. Les activités de défense des droits humains, elles sont entravées. Mais pourtant, avec peu de moyens, on arrive déjà à faire bouger les lignes. Imaginez ce qu'on pourrait faire si ces droits étaient vraiment une priorité. Alors, ce que tu viens de dire me tend de nouveau une perche pour une transition. On parle de ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les citoyens, auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire pour vous aider? Je rappelle que c'est quand même un appel aux dons, le message, donc c'est clair que les dons, c'est hyper nécessaire, mais est-ce que vous avez d'autres besoins? En effet, une des manières de nous aider, c'est de nous soutenir financièrement, de soutenir des associations crédibles comme la nôtre, mais aussi de vous informer et de partager. Donc ici, par exemple, on a parlé du podcast, allez écouter le podcast, Clairement. Partagez-le avec votre famille, avec vos amis. On sait aussi la situation actuelle au niveau financier en Belgique. Il y a beaucoup de personnes qui sont précarisées et qui sont dans des situations financières pas simples. Donc, si vous avez la possibilité de donner, même si c'est 1 euro, même si c'est 5 euros, c'est toujours ça. Si vous n'avez pas la possibilité de donner, Partagez le informez-vous. podcast. Et si vous avez la possibilité de faire les deux, c'est encore mieux, évidemment. Mais vraiment, mon appel aussi au niveau des professionnels qui travaillent avec des enfants, c'est de se former pour mieux travailler avec les enfants et mieux écouter leurs paroles, pouvoir recueillir leurs paroles. Est-ce que je pourrais faire, moi, en tant qu'entreprise, un don vers votre asso et vous soutenir? Est-ce qu'on peut même envisager un partenariat de soutien, de support? Tout à fait. Alors, c'était justement mon 3e point qui est que les entreprises, elles ont évidemment un rôle à jouer, elles ont une responsabilité sociétale. Ouais. Et notamment, on a parlé des technologies qui se développent. Donc, elles ont un rôle à jouer à ce niveau-là. On est toujours ouvert à toute collaboration, à toute idée de collaboration. Maintenant, il faut voir concrètement comment ça se met en place. On a des règles éthiques aussi pour travailler avec le privé, donc il faudra se poser les bonnes questions. Mais vraiment, notre porte est grande ouverte. Contactez-nous, on sera vraiment ravis de vous répondre. Alors Adèle, est-ce que vous avez d'autres partenaires avec lesquels vous collaborez? Vous mettez en place aussi des synergies, parce qu'il y a le plaidoyer avec les politiques, il y a les citoyens, l'éducation, les professionnels, mais il y a d'autres assos aussi. Vous collaborez avec d'autres assos? Bien sûr, bien sûr. On a des plaidoyers communs avec d'autres associations. Effectivement, il y a plein d'associations qui travaillent pour faire en sorte que les droits des enfants soient respectés. Et donc, on travaille vraiment en collaboration, en partenariat sur tous nos projets. C'est vraiment au cœur de notre travail. On ne fait pas cavaler seul. Justement, on travaille ensemble en collaboration pour être plus fort et avoir un plus gros impact. Alors, tu as cité tantôt le podcast, tu as cité le site internet. Je te propose qu'on va mettre dans le descriptif du podcast ici un lien pour les deux. On va quand même leur donner une indication de où vous suivre, où aller pour trouver des infos. Pour nous soutenir, rendez-vous sur dei-belgique.be et aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous invite à parler de nos activités et de nos combats autour de vous. Et si vous pouvez, faites un don. Vraiment, chaque geste compte pour protéger les enfants ici et maintenant. Alors Adèle, si on te disait maintenant, tu as 60 secondes ou un peu plus pour envoyer un message fort à nos décideurs, aux politiciens qui nous écoutent aujourd'hui, on espère qu'ils écouteront ce podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je leur dirais, rappelez-vous de quand vous étiez enfant. On a tous été enfants, on a toutes été enfants. Remettez-vous dans la peau de l'enfant que vous étiez. Les droits de l'enfant, c'est pas un sujet secondaire. Ils doivent être intégrés partout, dans la justice, au niveau de la migration, du numérique, du social, de l'économie. Et surtout, écoutez les enfants qui sont les premiers experts de leur propre vie. Ça, c'est le bon mot de conclusion, le mot de la fin. Adèle, je te remercie de m'avoir consacré ce temps. J'aimerais te consacrer plusieurs capsules parce que le sujet est trop important, mais on l'a entendu, il est très, très, très vaste. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on a la chance d'avoir un répondeur vocal. Donc, les auditeurs et auditrices, non seulement peuvent consulter votre site internet, mais ils peuvent aller laisser un message vocal à ce podcast en réaction avec une question, une gratitude, une remarque.
On vous transmettra ces questions et ces remarques et ces encouragements. Et s'ils nous disent qu'on peut partager leurs bonnes paroles de gratitude et de reconnaissance ou d'encouragement envers vous sur le web, eh bien, on mettra leur voix en public aussi pour vous encourager. Je vous le souhaite beaucoup. Je rappelle, auditeurs et auditrices, que cette capsule a un objectif majeur, important, primordial. Faites un don. On mettra le lien nécessaire dans le texte du podcast. Adèle l'a dit, 1 euro, 5 euros. Cette petite somme, pourriez-vous dire, elle est insignifiante? Ben non, parce que si elle est multipliée par le nombre de citoyens dans votre cas, ça fait quand même une grosse somme. On en a vraiment besoin. Vous connaissez la situation politique en Belgique. C'est vraiment le moment de se bouger, d'être solidaire. Merci pour votre écoute à tous et à toutes. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Michel, merci à tous. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.